Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de l'oral du BTS diététique. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour l'emplacement un peu étrange, mais je viens de déménager, j'ai pas retrouvé mon trépied donc je me suis mise à un endroit un peu bizarre, mais vraiment désolée, je voulais vraiment que la lumière soit bien présente pour cette vidéo. Donc sans plus tarder on va parler de l'oral, donc j'espère que vous ne regardez pas cette vidéo juste avant l'oral parce que il faut quand même un petit peu de préparation, même si je sais que moi j'aurais vraiment aimé avoir ce genre de vidéo pour mon oral, donc c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le BTS diététique en général, donc je trouve que c'est important d'avoir des vidéos sur lesquelles se reposer, et je sais qu'il n'y a pas forcément tous les profs qui vont aborder les sujets les plus importants de l'oral, donc j'avais envie d'en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il faut savoir que moi j'ai passé mon oral de BTS il y a vraiment pas longtemps, donc j'ai encore la mémoire fraîche sur toutes les questions qui sont posées, et pas que sur mon expérience à moi, parce que dès qu'il y avait un candidat qui sortait, on pouvait discuter et savoir un petit peu ce qu'en avait pensé l'autre et les questions qu'il avait eues. J'ai pu un petit peu regrouper toutes les questions qui ont été posées assez globalement pour vous faire une idée des questions qui peuvent vous être posées. Évidemment, c'est très possible que vous tombez sur des questions que je ne vais pas aborder aujourd'hui parce que ça dépend des jurys, enfin des examinateurs. Ça dépend de vous, ça dépend de votre mémoire. On n'a pas fait le même mémoire, personne de toute façon, sauf si vous avez recopié, mais ça, je vous le déconseille. Ce que je vais vous dire, c'est vraiment personnel et ce qui m'est arrivé à moi et aux autres candidats, et c'est pas vraiment ce qui va vous arriver à vous. Donc c'est vraiment, vous devez vous en inspirer, mais c'est vraiment pas une vidéo que vous devez prendre au pied de la lettre. Évidemment, ça peut tomber sur autre chose. J'ai pas la science infuse, mais ça peut vous aider. Pour ma part, les examinateurs ont fait stage par stage, c'est-à-dire que d'abord il y a eu des questions sur la partie restauration collective, ensuite des questions sur la partie stage thérapeutique, ensuite des questions sur la partie stage optionnel et sur la partie études personnelles. Donc je me suis fait un petit récap pour rien oublier, même si je pense que je vais en oublier, donc je ferai peut-être une vidéo, une seconde partie si jamais je me rends compte qu'il y a vraiment des choses que j'ai pas abordées. Et n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si jamais il y a des sujets que j'oublie d'aborder, ça peut être très intéressant. Pour la partie restauration collective, tout d'abord ils ont commencé à parler de l'hygiène, donc pour tous les candidats il y avait une partie hygiène. On peut vous demander par exemple une grande loi d'hygiène qui est très importante, donc quand vous devez citer une loi, parlez par exemple du paquet hygiène qui est sorti le 1er janvier 2006. Donc cette loi elle est vraiment importante et elle régule l'hygiène en fait en restauration collective. C'est une des lois les plus importantes et franchement on peut vous demander même la date précise. Retenez que c'est le 1er janvier 2006. On peut vous poser des questions sur le bulletin officiel, donc le bulletin officiel qu'est-ce que c'est, quand est-ce que c'est sorti, donc pareil le 28 juin 2001. Ça c'est des questions pareilles, enfin vraiment les dates. Je sais que c'est agaçant à apprendre et que ça vous servira jamais, mais il faut les savoir parce qu'il y a des examinateurs qui peuvent vous les demander. Donc c'est un peu vicieux, mais on peut vous les demander. Le bulletin officiel, donc on peut vous demander aussi qu'est-ce que c'est exactement. C'est pour la restauration scolaire. Il faut savoir que au niveau des protéines, par exemple, pour l'école maternelle, ça va être 8 grammes de protéines. Pour le calcium, 180 mg et pour le fer, 2,4 mg. Pour l'école élémentaire, ça va être 11 grammes de protéines, 220 mg de calcium et 2,8 mg de fer. Et pour les adolescents, ça va être 17 à 20 grammes de protéines, 300 à 400 mg de calcium et 4 à 7 mg de fer. Donc ça c'est important, on peut vous le demander si vous avez parlé par exemple des enfants dans votre stage de restauration collective. À part ça, on peut vous demander qu'est-ce que c'est une liaison chaude, qu'est-ce que c'est une liaison froide, en combien de temps on doit remettre en température par exemple pour passer du froid positif à plus 63 degrés. Ça par exemple il faut 1 heure entre les deux, pas plus, moins si on peut. Et pareil pour redescendre en température de plus 63 à 10 degrés, il faut en moins de 2 heures. Donc ça c'est des choses importantes à savoir pareil. Pareil la température haute c'est plus 63 et au froid positif c'est 3 degrés. Et ensuite on peut vous demander aussi la différence entre aliments surgelés et congelés. Surgelé ça va être à moins 20 degrés et congelé ça va être à moins 12 environ. Ce qui va différencier ça va être la taille des cristaux. Donc ça c'est des questions vraiment précises, mais je préfère vous le dire pour que vous soyez sûr de rien oublier. Moi on m'a demandé est-ce qu'on peut recongeler un produit qui a été déjà décongelé, un aliment. Donc moi j'ai répondu non. Si vous voyez un aliment qu'on peut congeler et décongeler sans problème microbiologique, dites-le moi. Personnellement je ne pense pas, donc j'ai répondu non. Ensuite on peut vous parler du GRCN, donc avant c'était le GEMRCN, maintenant c'est le GRCN. Donc on peut vous demander qu'est-ce que c'est le GRCN. Donc le GRCN c'est le groupe restauration collective et nutrition. Donc vraiment c'est important le sigle parce qu'on peut vraiment vous demander qu'est-ce que ça veut dire.
dire. Pareil, tous les autres sigles, HACCP, qu'est-ce que c'est, le BPH, le guide des bonnes pratiques d'hygiène, ça aussi, BPH, on peut vous demander qu'est-ce que c'est. Mais pour en revenir au GRCN, on peut aussi vous demander c'est quoi le principe, qu'est-ce qu'il y a comme grande règle de base, qu'est-ce que c'est en fait. Et vous allez devoir dire par exemple, ça permet de réguler au niveau de la restauration pour que la population mange suffisamment de fer, de calcium, suffisamment de protéines, limiter les produits sucrés. Vous savez, par exemple, quand on vous dit il faut tant de desserts sucrés maximum sur les 20 jours étudiés, ou donc pour le calcium, les fromages qui contiennent plus de 250 mg de calcium. Pour chaque case du GRCN, vous devez en tirer quelque chose. Qu'est-ce que c'est la grande ligne, à quoi ça sert de demander ça. Pour en finir avec cette histoire de calcium, par exemple, ensuite ils peuvent vous demander, oui, citez-moi un fromage qui contient beaucoup de calcium et un où il y a moins de calcium. Vous allez pouvoir dire l'emmental ou le comté, ça contient pas mal de calcium et le camembert, ça en contient moins. Voilà, c'est bien de pouvoir situer un petit peu ça. Par exemple, si jamais vous avez vu que quand vous faites votre analyse nutritionnelle, ça couvre pas suffisamment, par exemple, les besoins de la population étudiée, ou ça couvre trop, enfin, on peut vous demander par exemple, oui, par exemple, là vous avez vu qu'il manquait 150 calories, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui ferait 150 calories? Il faut avoir une notion de l'aliment, enfin chaque aliment à peu près. Quand on vous dit oui, quand il manque 200 calories, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ça fasse 200 calories? Quand il manque 500 calories, oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que ça fasse 500 calories? Il faut que vous ayez vraiment la vision, tel aliment ça fait ça, quelle portion ça fait ça, parce qu'on peut vraiment vous le demander. Moi on me l'a demandé et sur le coup on m'a dit une collation qui ferait 150 calories. Et moi j'étais un petit peu perdue parce que sur le coup je m'étais pas préparée à cette question et j'ai dit un yaourt et un fruit. Mais en fait on peut pas dire un fruit parce que si on prend un yaourt et un abricot ça fera pas 150 calories. Faut que vous soyez assez précis. Par exemple un yaourt et une banane, là c'est précis. Il faut vraiment que vous soyez précis dans ce que vous dites parce que vraiment on va pas vous rater. On peut aussi vous faire un point sur la marche en avant. Donc la marche en avant, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le fait de pas se croiser un produit sale et un produit propre ensemble, et s'ils se croisent, il faudrait qu'il y ait une marche en avant dans le temps, même si elle n'est pas dans l'espace, donc dans le temps, c'est-à-dire que les produits sales et propres se croisent mais pas en même temps, donc c'est pas grave pour l'hygiène. Savoir qu'est-ce que c'est la marche en avant. Je sais, je parle vraiment comme ça très vite, assez brouillon, mais c'est vraiment pour tout vous résumer rapidement. J'ai pas envie de vous saouler avec trop de détails. Je pense que vous savez à peu près ce que c'est la marche en avant, j'ai pas besoin de vous expliquer vraiment à fond ce que c'est. De toute façon, tout ça vous avez dû le voir dans vos cours, et si jamais je ferai des vidéos un peu plus explicatives sur tout ça, mais là c'est vraiment un résumé très rapide. J'ai pas envie de trop vous expliquer, rentrer dans les détails. Donc sinon, par exemple, si vous étudiez toujours les enfants, l'examinateur peut vous dire oui, mon enfant par exemple, s'il mange à la cantine le repas que vous avez juste ici, qu'est-ce que je dois lui donner à manger le soir? Donc, par exemple, si le midi il n'y avait pas de cuidité, mais vous en mettez le soir. Par exemple, s'il n'y avait pas de légumes, bah, vous mettez des légumes le soir. S'il y avait un dessert sucré le midi, vous favorisez un fruit le soir. Ou s'il y avait du fromage le midi, bah, le soir vous favorisez un laitage par exemple. Vous voyez, c'est pas très compliqué, donc si jamais, ça arrive souvent en fait, parce qu'on me l'avait dit que ça pouvait tomber, et une amie aussi est tombée sur ça, donc franchement ça arrive souvent qu'on vous demande oui le soir du coup qu'est-ce que l'enfant peut manger. Et pareil, on peut vous demander aussi les besoins de la population étudiée, donc quels sont les besoins, d'accord, vous avez fait votre stage dans un EHPAD, qu'est-ce que c'est réellement les besoins de la population? Bon, évitez de feuilleter votre mémoire pour chercher les besoins, il faut que vraiment vous les ayez en tête, tout ce que vous avez étudié dans votre mémoire, il faut que vous connaissiez les besoins en fait des populations étudiées, que ce soit protéines, lipides, glucides, énergétiques, calcium, fer, et les grandes lignes, il faut que vous connaissiez les besoins, quoi. Voilà pour la partie restauration collective. Maintenant on va passer à la partie stage thérapeutique. Moi on m'a personnellement demandé pourquoi vous avez choisi ce patient plutôt qu'un autre. Vous devez trouver au préalable des raisons pour lesquelles vous avez choisi vos 4 patients et pas d'autres. Donc par exemple ça peut être parce que cette personne elle avait un meilleur contact avec vous, parce que vous avez passé plus de temps avec cette personne, parce que vous avez trouvé que son cas était intéressant, parce qu'il n'y en avait pas d'autres dans l'hôpital, parce que c'était un enfant, parce que voilà, vous pouvez essayer de trouver un petit peu de quoi dire en fait, de quoi répondre à cette question. Si vous avez une dénutrition par exemple, n'oubliez pas le syndrome de renutrition inappropriée. Ça tombe tout le temps. Si vous parlez de dénutrition et que d'un coup vous réalimentez une personne, ils vont vous demander oui mais est-ce que vous avez pensé au risque du syndrome de renutrition inappropriée? Est-ce qu'il en était atteint, et sinon pourquoi, comment vous le savez? Et là vous devez parler de l'indicateur l'hypophosphatémie. Donc l'hypophosphatémie c'est un indicateur de syndrome de renutrition inappropriée. Ça on peut vous le demander, moi on me l'a demandé et j'ai hésité, donc ça m'a agacée. Pareil, on peut vous demander pourquoi vous avez traité telle pathologie plutôt qu'une autre. Par exemple, moi j'avais une patiente obèse et qui était insuffisante rénale. Donc cette patiente, moi j'ai traité son insuffisance rénale, et en fait
ils m'ont dit oui mais elle a perdu du poids, pourquoi vous n'avez pas traité la dénutrition? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous regardiez votre patient, ok il est atteint d'une pathologie, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à côté dont on peut vous parler? Par exemple si la personne elle est dénutrie mais elle a aussi du diabète, il faut aussi que vous puissiez parler du diabète. Il faut vraiment regarder toutes les pathologies de la personne en globalité et voir s'il n'y a pas des choses que vous avez oublié de mentionner dans votre mémoire, parce que les examinateurs vont voir et ils vont vous poser des questions dessus. Ils vont vous demander c'est quoi le diabète, c'est quoi la dénutrition, donnez-moi des indicateurs qui permettent de dire que le patient est dénutri, tout ce qui est critères phénotypiques, étiologiques, etc. Ils vont vous poser des petits points non expliqués, enfin vous essayez de vous faire approfondir des choses que vous avez mal exprimées dans votre mémoire ou oubliées sur les pathologies. Donc vraiment soyez au point sur les pathologies de vos patients, parce qu'on peut vraiment vous demander des choses assez précises que vous avez peut-être abordées très vaguement. Donc surtout vérifiez bien de quoi vous parlez et savoir l'expliquer, c'est vraiment super important. Si vous avez parlé de vitamines, de minéraux, de n'importe quoi, il faut que vous sachiez en parler. Vraiment c'est très important, parce que on peut vous demander oui alors vous avez parlé du potassium, citez-moi des aliments riches ou pauvres en potassium, comment apporter des fibres par exemple sans manger de potassium. Vous voyez, des questions assez vicieuses comme ça, vraiment des aliments riches en ci, riches en ça, quels sont les RNP pour telle population de ce minéraux, de cette vitamine. Donc c'est vraiment hyper important. Si vous en parlez, il faut être incollable dessus, sinon n'en parlez pas parce que vous allez vous noyer. Il faut vraiment que vous sachiez de quoi vous parlez, c'est tout. Donc j'en ai fini avec la partie stage thérapeutique. J'ai moins de choses à vous dire que la partie restauration collective, j'ai l'impression, parce que là restauration collective on a un peu tous fait la même chose j'imagine, mais pour la partie stage thérapeutique c'est un peu plus vague, on a des patients différents, donc les questions posées sont différentes. Si jamais, comme je vous ai dit, d'autres choses qui me viennent à l'esprit, je ferai une partie 2, comme ça la vidéo est vraiment complète à 100%. Pour la partie stage optionnel, on peut vous demander pourquoi vous avez choisi ce lieu, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous vouliez faire avant d'arriver dans le lieu, avant même d'avoir fait vos activités, etc. Quel était votre but, pourquoi vous avez choisi cet endroit. Si une activité a été réalisée, il faut que vous puissiez vraiment bien en parler. Par exemple, moi j'ai dit que j'avais fait une activité sur les fruits exotiques, ils m'ont dit oui d'accord, donc citez-moi des fruits exotiques, est-ce que vous avez goûté des fruits exotiques? Ils vont vraiment essayer de creuser dans l'activité pour voir comment ça s'est déroulé, essayez de vous en souvenir, essayez d'avoir des supports papier par exemple. Moi je sais que ça m'a beaucoup aidé pendant mon oral d'avoir pas mal de supports papier, c'est vraiment ludique pour l'examinateur, il voit que c'est concret ce que vous avez fait. Moi j'avais fait des petites affiches, vous pouvez présenter rapidement vos petites affiches, faut pas que ça dure non plus des plombes, mais c'est bien quand même de présenter quelque chose. Ensuite, quelle autre activité auriez-vous pu faire? Donc par exemple si vous avez fait une activité, quelle autre idée vous auriez pu faire que vous n'avez pas pu faire par exemple, pourquoi? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que ça vous en avez tiré? Est-ce que les personnes ont vraiment compris l'activité? Est-ce qu'elles ont amélioré ensuite leurs habitudes? Je sais pas, il peut vraiment y avoir des questions comme ça, donc essayez de savoir ce que vous allez dire, surtout si vous avez du mal à improviser dans votre tête, parce que des fois c'est des questions que vous ne vous attendiez pas. Et pour la partie études personnelles, donc on peut vous demander pourquoi vous avez choisi cette problématique là et pourquoi pas une autre, quels étaient vos autres sujets de réflexion, parce que évidemment quand on fait une partie études personnelles il y a toujours d'autres questions qui ont pu nous venir à l'esprit, enfin d'autres problématiques, donc c'est bien de parler des autres problématiques qu'on avait envie de traiter mais qu'on n'a pas traité parce que on a trouvé que notre problématique actuelle était mieux pour telle ou telle raison. Ils peuvent vous demander aussi quels autres sujets de réflexion sont autour de votre problématique à vous. Si vous avez parlé de la publicité, vous pouvez parler des films, vous pouvez parler des réseaux sociaux, enfin vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est autour de votre sujet. Ou si vous avez parlé des végétariens, vous pouvez parler aussi qu'il y a les véganes, qu'il y a ceux qui mangent que de la viande, enfin vous voyez tous les types de régimes. Il faut que vous ne soyez pas fixé sur votre problématique, il faut que vous puissiez parler de tout le reste qui est autour en fait. Et aussi, ils peuvent vous demander qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cette étude personnelle. Est-ce que vous avez appris quelque chose et qu'est-ce que vous avez appris? Donc là, vous répondez ce que ça vous a appris, qu'est-ce que vous avez aimé faire pendant cette étude, pourquoi vous avez choisi de faire par exemple un questionnaire ou une vidéo, ou enfin peu importe. Il faut que vous puissiez vraiment parler globalement de pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, qu'est-ce que ça a apporté aux autres aussi. Voilà pour les questions. Ça, on en a parlé, c'est bien. Maintenant, j'ai envie de vous dire, donc vous rappelez que l'oral il dure 15 minutes, donc le moment où avant les questions en fait, parce que là je vous ai parlé que des questions, il faut savoir aussi qu'il y a aussi 15 minutes d'oral avant. Donc pendant ces 15 minutes d'oral, qu'est-ce que vous faites? Donc vous pouvez faire plusieurs choses. Soit vous décidez de reparler de votre mémoire en globalité et en abordant des sujets dans votre mémoire que vous avez eu du mal à approfondir. Que si vous souhaitez parler plus d'un patient en particulier, vous pouvez dire les activités que vous avez fait avec lui. Des choses que vous n'avez pas vraiment dites dans votre mémoire, parce qu'il faut vraiment pas que l'oral soit une répétition du mémoire. C'est super important, sinon l'examinateur va
s'endormir. Vraiment, dites des choses que vous n'avez pas abordées dans votre mémoire. Soit voilà, vous approfondissez un sujet de votre mémoire, soit vous parlez de choses que vous n'avez absolument pas dites dans le mémoire. C'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai abordé stage par stage tout plein de choses que je n'avais pas du tout mentionnées dans mon mémoire. Donc par exemple, j'ai pu dire que j'avais assisté à un clan central pédiatrique, j'ai pu dire que j'avais fait des repas thérapeutiques avec des patients, j'ai pu dire que j'avais été en consultation avec d'autres patients et comment ça s'était passé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tout plein de petites choses que j'ai faites qui n'étaient pas du tout dans mon mémoire, mais que j'ai pu faire, et ça permet vraiment de montrer aux examinateurs que vous avez fait vos stages correctement, parce qu'il y a des gens qui mentent, enfin qui font pas vraiment leur stage ou qui s'impliquent pas dans leur stage, et là vous montrez que vous étiez impliqué, que vous avez participé à plein de choses. Donc vraiment c'est bien. Par exemple, moi aussi j'ai pu faire un stage dans un hôpital pédiatrique, j'ai pu faire de la biberonnerie, donc reconstituer des biberons, faire des enrichissements. Tout ça, j'en avais pas parlé dans mon mémoire et j'ai pu en parler dans mon oral. Donc c'est quelque chose vraiment qui enrichit votre oral, de parler d'éléments que vous n'avez pas cités dans votre mémoire. Donc soit ça, soit sinon vous pouvez aussi parler plus d'une seule chose en particulier de votre mémoire, enfin d'un seul stage. Donc par exemple, si vous voulez vraiment aller à fond sur votre étude personnelle, vous pouvez. Moi c'est pas ce que j'ai fait, donc je vais être vraiment un peu vague dans ce que je raconte, parce que je trouve que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire de parler que de son étude personnelle, mais ça peut être une idée de parler de ce que vous n'avez pas écrit. En fait, toujours il faut parler de ce que vous n'avez pas écrit dans votre mémoire. Donc si vous avez plein de choses à ajouter, je sais que j'avais une amie qui avait fait un stage dans une école et qui avait fait plein d'affiches, plein de supports. Là, votre oral, ça peut parler justement de tous les supports que vous avez pu faire, mais je recommande pas trop de parler que de ça. C'est surtout les stages thérapeutiques qui sont les plus importants. Donc voilà pour ce qu'il faut aborder un petit peu dans l'oral. Bon, cet oral dure 15 minutes. Il faut vraiment que vous vous préparez avant, parce que il faut savoir que c'est pas très bien de faire moins de 15 minutes. Genre si vous faites 10 minutes, 12 minutes, c'est moyen. C'est bien de faire vraiment les 15 minutes et de pas déborder. Donc soit vous vous entraînez avant, vous apprenez par cœur votre oral, vous faites comme vous voulez. Soit vous apportez un petit chronomètre. Moi, mes examinateurs, ils ont dit que j'avais le droit de mettre un petit chronomètre pour voir combien de temps je parlais. Et je trouve que c'est vraiment rassurant en fait d'avoir le temps pour savoir si on va trop vite ou pas. Donc franchement, moi j'ai trouvé très bien d'avoir un chronomètre. Vous pouvez en apporter comme vous pouvez ne pas en apporter, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est bien aussi de s'entraîner devant ses parents, devant des amis, devant un miroir, de vous enregistrer pour voir s'il n'y a pas des choses que vous dites trop de fois ou que vous n'avez pas des tics. Par exemple, moi je sais que les premières fois où je faisais mon oral, je disais beaucoup trop de fois, c'était très intéressant. La phrase c'était très intéressant, je l'ai dite au moins 40 fois. Je sais pas pourquoi, donc c'est un tic. Il faut que vous fassiez attention à ce que vous dites, vraiment. Donc c'est en vous enregistrant et aussi en parlant devant des gens qui vont vous dire en fait ce qu'ils en ont pensé, même s'ils comprennent rien de ce que vous dites parce qu'ils n'ont pas fait le BTS, mais au moins de savoir si ça présente bien, si ce que vous dites on comprend, c'est clair quoi, et vos mimiques, enfin c'est important. Donc vous vous entraînez, vous faites pas ça comme ça du jour au lendemain. Et ensuite donc vous avez 45 minutes de questions. Moi on m'avait dit que c'était 30 minutes, mais en fait non, apparemment cette année c'est passé à 45 minutes de questions. Donc les 45 minutes, personnellement, comme j'avais une montre, au début je regardais, je me disais ah ça dure super longtemps. Genre il m'avait posé déjà 3 ou 4 questions, j'en avais marre, ça faisait que 10 minutes. Bon, 45 minutes c'est long au début, mais au fur et à mesure des questions, ça passe. On finit par s'habituer et limite au moment où ils m'ont dit oui bon bah c'est bon on a fini, moi j'étais là ah mais j'étais prête pour d'autres questions. Parce qu'en fait c'est juste le moment où vous vous habituez, c'est long. Mais après, une fois que vous êtes dans les questions, bon bah ça va un peu mieux, ça passe vite. Après, le fait de ne pas savoir s'il y a plein de questions que vous ne savez pas répondre, c'est vrai que là ça va être un petit peu angoissant. Mais essayez à chaque question de quand même pas mal parler, comme ça leur laisse, ça fait passer plus de temps. Vous parlez, évidemment, vous racontez pas n'importe quoi, mais vous parlez de sujets sérieux qui sont en lien avec votre BTS, mais vous pouvez blablater un petit peu comme ça fait passer le temps. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que moi j'avais fait, mes supports que j'ai montrés lors de mon BTS, pour vous donner des idées. Je veux pas que vous copiez sur moi, c'est pas le but, parce que imaginez vous tombez sur les mêmes examinateurs que moi j'ai eu, ou même, enfin si on a tous le même, enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Il faut éviter d'avoir tous les mêmes trucs parce que vous allez être vraiment sanctionné. Mais je vais vous montrer ce que moi j'avais fait comme support pour présenter un petit peu lors de mon oral. J'en avais fait plusieurs, mais là je vous en montre que 2 parce que j'en ai que 2 à portée de main. Donc j'avais fait par exemple des astuces anti-grignotage.
Donc voilà, j'ai mis par exemple manger suffisamment au petit déjeuner, déjeuner, dîner, tatati tatata. Donc ça c'était pour mon stage optionnel. J'avais aussi fait les bienfaits d'un bon petit déjeuner. Donc voilà, j'avais dessiné, voilà. Tout ça, je l'ai fait sur tablette graphique. Donc je trouve ça vraiment pas mal d'avoir une tablette graphique. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de tablette graphique, vous pouvez faire d'autres supports. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez même apporter votre tablette ou votre ordinateur et faire un diaporama. Moi je trouve que c'est pas bien parce que quand vous avez vos deux examinateurs, vous êtes loin d'eux en fait. Ils sont disons à 1,50 m de vous et vous êtes assis et eux aussi et un ordinateur, comment vous voulez tourner l'ordinateur et de loin qui regarde votre diaporama, franchement c'est vraiment pas pratique. Donc je vous déconseille totalement le diaporama. Si vous voulez le faire, vous le faites. Mais étant donné que vous êtes loin d'eux, j'ai du mal à l'imaginer. En plus, il n'y a pas de quoi projeter quelque chose, donc c'est vraiment sur votre écran à vous. J'ai du mal à l'imaginer. Si vous voulez tenter, vous tentez. Personnellement, je vous dis, c'est pas une trop bonne idée. Mais les supports papier, franchement, c'est pas mal. Il faut pas les blinder de supports papier parce que pas besoin qu'ils aient une tonne de papier comme ça à lire. Non, mais 3-4 supports, c'est pas mal pour illustrer un petit peu votre oral. Je pense avoir abordé pas mal de choses. Je suis sûre que j'ai oublié des choses, donc si jamais je vois que cette vidéo est incomplète, je ferai une partie 2. Donc je suis très contente d'avoir pu vous aider, si j'ai pu vous aider, et j'espère que vous aurez votre BTS. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, et si ça vous a aidé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis super active en story et ça me ferait super plaisir. Bisous!